Salut! Cette vidéo reprend la présentation que j'ai faite pour ma soutenance de thèse le 29 janvier 2021, dans laquelle j'ai présenté les travaux de ma thèse, donc pendant 3 ans et demi, qui traitaient d'ingénierie dirigée par les modèles, d'efficacité énergétique et de systèmes cyberphysiques. Du coup, cette présentation va se positionner dans le contexte de l'efficacité énergétique. Donc vous savez probablement que c'est quelque chose d'assez important aujourd'hui, hein, ça peut être pour plusieurs raisons, comme par exemple limiter les émissions de CO2, ça peut être pour optimiser aussi la batterie de nos téléphones portables, ou alors tout simplement pour réduire les factures d'électricité qui peuvent être assez importantes. Néanmoins, si on regarde les prédictions, on voit que ça va uniquement augmenter à l'avenir. Ça, c'est pas très bien. Du coup, c'est important de donner des outils ou de la connaissance afin de pouvoir améliorer la consommation énergétique et essayer d'aplanir un petit peu cette courbe. Bon, on va parler un petit peu de l'énergie en elle-même maintenant. Alors, vous savez probablement que ça peut être calculé en multipliant une puissance par une durée. Ok. Ça veut dire que pour réduire l'énergie, réduire la consommation énergétique, on peut réduire soit la puissance, soit la durée, soit les deux. D'accord. Évidemment, il y a déjà pas mal d'approches qui ont été proposées pour optimiser la consommation énergétique, pour la réduire, que ce soit au niveau du système ou au niveau du software. Donc par exemple, on peut penser au dynamic voltage ou au frequency scaling, qui sont des features qui sont maintenant disponibles dans tous les processeurs modernes. On peut aussi parler du CPU offloading, qui consiste à envoyer tous les calculs qui sont un peu lourds sur des centres dédiés pour ça. On peut aussi mentionner évidemment l'approximate computing, donc qui consiste à diminuer un petit peu la précision de ce qu'on recherche, et pour vraiment augmenter l'efficacité énergétique. Ou alors on peut parler de virtualisation dans le domaine du cloud, etc. Donc il y a plein d'approches qui ont déjà été proposées pour ça et qui fonctionnent. Par contre, si on se penche un petit peu sur l'efficacité énergétique au niveau du software, on se rend compte que c'est plus compliqué. Parce qu'on a besoin d'avoir l'implication du développeur. Il faut qu'il sache quelle structure de données appliquer en fonction du contexte, il faut qu'il sache ce qu'il ne faut pas faire, quels sont les anti-patterns de consommation énergétique par exemple. C'est des choses que peu de monde connaît malheureusement. Par exemple, il y a une croyance qui est assez récurrente dans le domaine, c'est que être efficace énergétiquement, c'est aller rapidement. Sauf que c'est vraiment pas tout le temps le cas. Par exemple, on peut regarder quelques courbes du logiciel Xalan à droite ici, et on voit qu'en ajoutant des threads, on va beaucoup plus rapidement. Par contre, on voit aussi que ça ne fait qu'augmenter notre consommation énergétique. Du coup, là, on a effectivement réduit la durée. Par contre, on a vraiment beaucoup augmenté la puissance. Ce qui fait que ici, être plus rapide, c'est pas consommer moins. Enfin, on a quelques études qui montrent qu'on a un manque global d'outillage ou de connaissances autour de l'efficacité énergétique, particulièrement pour faire du design, pour faire de l'analyse ou du refactoring, afin de réduire notre consommation. Alors ces problématiques de consommation énergétique, elles sont vraiment présentes dans le domaine des CPS, des systèmes cyberphysiques. Donc ce sont des systèmes où on va avoir des artefacts logiciels qui vont être en interaction avec des artefacts physiques, hardware, qui vont communiquer, qui vont se contrôler ou qui vont interagir entre eux. Et ils sont régulièrement en exécution sur des batteries qui sont assez limitées. C'est pour ça que c'est important d'être efficace. Donc ces systèmes, ils sont hétérogènes et ils utilisent plein de systèmes d'exploitation différents, de protocoles de communication différents, etc. Et du coup, ça rend les mesures énergétiques très compliquées à mettre en place, l'estimation très compliquée aussi, et du coup l'optimisation en général vraiment difficile à effectuer. Parfois, quand on a des systèmes qui sont vraiment compliqués comme ça, on peut difficilement faire de l'analyse, c'est intéressant de prendre du recul sur le système, d'avoir une vue globale, une vue d'ensemble de système, afin de mieux le comprendre. Nous, cette vue d'ensemble, on va appeler ça un modèle. Donc on considère un modèle comme étant une représentation théorique d'un système ou d'un processus qui va nous permettre de comprendre comment ce système ou ce processus fonctionne. Donc par exemple, si on considère une ville complexe comme Londres, on va pouvoir utiliser un modèle 3D, donc ici c'est un modèle, qui représente cette ville pour comprendre comment Londres est ou comment Londres se comporte. Du coup, ça va être pareil pour notre CPS, on va le modéliser afin de comprendre comment il fonctionne. Donc on peut utiliser un modèle de deux manières. Soit on va d'abord designer notre système avec un modèle, donc dans ce cas-là, on va appeler notre modèle prescriptif, mais on peut aussi créer un modèle à partir d'un système qui existe déjà. Dans ce cas-là, le modèle est descriptif. Évidemment, on ne peut pas définir un modèle librement, on doit obéir à certaines règles. Et ces règles, elles sont définies dans ce qu'on appelle le métamodèle. Donc le métamodèle, il définit, il spécifie les règles de création du modèle. Donc la relation entre le métamodèle et le modèle, c'est un petit peu la même qu'on a entre la classe et l'objet en programmation orientée objet, par exemple. Donc notez par ailleurs que les modèles peuvent être exécutables. Donc on peut directement les interpréter, par exemple, ou alors le compiler vers un code exécutable.
Donc maintenant, on va voir quelques petits exemples de modèles pour comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. Donc ici, on a un premier modèle. Donc c'est un modèle de Arduino. Alors Arduino, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Donc ce sont des petites boards de développement qui peuvent avoir plusieurs types de microprocesseurs dessus, qui peuvent se connecter avec plein de devices différentes, des LED, capteurs, plein de choses. Bref, donc ici on a un modèle de Arduino. Donc ce modèle se conforme bien évidemment à un métamodèle. Donc ici on va voir ce que signifie ce modèle. Donc dans la partie basse, on définit la structure de notre Arduino. Donc ici on a un Arduino sur lequel on a branché une LED sur le pin 13 et un capteur infrarouge sur le pin 10. Et la partie supérieure de ce modèle définit un comportement à adopter. Donc ici, si notre capteur détecte quelque chose, on va allumer la LED, on attend une seconde, on éteint la LED, et on attend une seconde à nouveau. Donc ici, notre modèle Arduino, il est défini avec une syntaxe concrète, qui est jolie comme ça, mais on peut aussi le définir avec une syntaxe abstraite. Donc ici, par exemple, ça ressemble un petit peu à de l'UML, si vous connaissez, et ce modèle est équivalent à celui qu'on a vu avant. Donc on a une structure principale qu'on appelle le projet, on contient le board, donc c'était la partie structurelle, et le sketch qui est la partie comportementale. Donc ici on voit qu'on a une LED et un capteur infrarouge qui sont branchés sur les pins. Et le comportement qu'on effectue ici, on assigne la valeur 1 à la LED pour l'allumer, on attend, 0 pour éteindre la LED, et on attend à nouveau. Vraiment le même comportement ici. Et donc ces deux modèles se conforment au même métamodèle de Arduino qui définit comment définir des modèles de Arduino. D'accord? Donc ici on doit avoir un projet à la racine qui contient le board, donc pour la partie structurelle, et le sketch pour la partie comportementale. Et donc le board contient des pins qui sont reliés à des modules, et le sketch contient un bloc qui contient des instructions, et donc c'est avec ces instructions qu'on va définir le comportement à adopter. Donc pour Arduino, on a vu un modèle qui était prescriptif, qui va être utilisé pour designer des systèmes Arduino. Maintenant, on va plutôt voir un modèle descriptif. Donc ici, on va partir d'un code source qui existe déjà. Donc c'est un code source Java, qui est assez classique, hein, on a un package qui contient une classe CA et une méthode MA. Et on va créer un modèle à partir de ce code source qui existe déjà. Donc ici, on a un modèle en représentation abstraite qui représente ce code source. Donc il contient un package qui s'appelle PKG, une classe CA publique et une méthode MA privée. Et donc ce modèle se conforme aussi à un métamodèle Java qui définit comment définir des modèles. Donc ici on voit ce métamodèle. Donc il faut qu'on ait un package avec un nom à la racine. Ce package contient des classes qui contiennent des bodies. Et donc ce body, ça peut être par exemple une classe interne ou alors une déclaration de méthode. Et donc les classes et les méthodes doivent avoir une visibilité définie par un modifieur. Et donc cette visibilité peut être privée, protégée ou publique. Donc maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'un modèle, on va aller un petit peu plus loin avec le Model Driven Engineering, MDE, ou l'ingénierie dirigée par les modèles. Donc l'idée de la MDE, c'est de se reposer sur les modèles pour toutes les étapes de l'ingénierie d'un logiciel ou d'un système. Donc l'idée, c'est de se débarrasser de toutes les approches qui sont dirigées par du code qu'on fait habituellement, mais travailler uniquement au niveau du modèle. Et donc on va pouvoir utiliser ce modèle pour faire du design, de la génération de code, du refactoring. On va pouvoir se servir pour représenter le système pour mieux le comprendre, faire des analyses, etc. Là par exemple, on a des systèmes qui vont représenter un CPS, et on va travailler au niveau de ce modèle au lieu de travailler directement sur le CPS qui est complexe. Néanmoins, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début de cette présentation, on avait dit qu'il y avait un manque global d'outillage pour la compréhension, l'analyse ou le refactoring de logiciels dans une optique d'efficacité énergétique. Et là, on parle de MDE qui permet de faire du design, de la génération de code, du refactoring, de l'analyse, etc. Donc là, on se dit, peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Du coup, on a bien évidemment étudié comment on pourrait appliquer la MDE à l'efficacité énergétique. Cependant, on s'est rapidement retrouvé confronté à un problème, c'est que beaucoup d'approches de MDE se reposent sur des modèles statiques, sur des représentations statiques de programmes ou de systèmes. Et l'énergie, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, c'est une puissance multipliée par une durée. Et ça, ce sont des informations qu'on peut avoir que dynamiquement, à l'exécution. Et donc on a cette opposition entre nos modèles statiques et nos informations dynamiques. Et ça, c'est la problématique globale qu'on a étudiée pendant cette thèse. Il y a une manière assez classique de faire de l'analyse dynamique, et c'est de travailler sur des traces d'exécution, qui représentent l'exécution du software ou du système. Et du coup, ce qu'on s'est dit pour cette thèse, c'est que si on était capable de modéliser ces traces d'exécution, de les relier à nos modèles statiques, on pourrait effectuer toutes nos techniques dirigées par les modèles en prenant en compte ces traces qui contiennent des informations dynamiques, et donc appliquer la MDE à l'efficacité énergétique.
Du coup, cette thèse s'est divisée en 3 grandes parties. Dans la première partie, on a étudié comment on pouvait modéliser les traces d'exécution de software. Dans la deuxième partie, on s'est plutôt intéressé au côté physique qu'on pouvait avoir dans le CPS, dans le système cyberphysique, et comment on pouvait modéliser les traces d'exécution de ce CPS. Et enfin, dans la dernière partie, on a étudié comment on pouvait utiliser nos modèles de traces pour faire de l'optimisation énergétique, et nous on a étudié ça dans le contexte de l'estimation. Donc dans cette première partie, on étudie comment tracer dans un modèle l'exécution d'un software. Donc on a dit que la MDE était efficace pour faire du design et du refactoring de software. Une approche qui est assez classique en se reposant sur des modèles descriptifs. Donc on va prendre un ancien système, un système legacy, et on va générer un modèle descriptif à partir de ce système, avec une étape qu'on appelle une discovery. Ensuite, on va travailler sur ce modèle de système, donc on va faire de l'analyse, on va faire du refactoring, de l'optimisation, etc., par le biais de transformation de modèle par exemple. Et enfin, une fois qu'on a modifié notre modèle, on va générer un code source à partir de ce modèle qui va être modernisé. Sauf que ce modèle sur lequel on travaille, c'est une représentation statique de notre software. Nous, on a dit qu'on avait besoin d'informations dynamiques, qu'on avait besoin de traces d'exécution. Une manière classique d'effectuer de l'analyse dynamique sur du software est d'injecter des probes dedans, des petits capteurs. Donc quand on va exécuter notre code dans lequel on a injecté des probes, ces probes vont être exécutées en même temps qu'on exécute le software. Et du coup, ces probes vont permettre de récupérer plein d'informations dynamiques sur l'exécution. Par exemple, c'est comme ça qu'on fait de la couverture de code par les tests, qu'on fait des mesures énergétiques dans le software. Cependant, on a dit qu'on avait besoin de modéliser ces informations dynamiques, nous. Il y a déjà pas mal de travail qui a été fait là-dessus au niveau des modèles, sur par exemple ajouter des probes dans des modèles exécutables, des choses comme ça. Mais jusque-là, on n'a pas vu d'approche qui ajoutait des probes dans un code source, afin de tracer l'exécution de ce code source et de l'injecter dans un modèle statique déjà existant. Et du coup, c'est ce que nous, on a proposé avec cette première contribution. Alors pour l'exemple, on va prendre un programme Java très très simple, d'accord? Alors on a une classe CA qui contient 3 méthodes, MA, MB et MC. Donc la classe MA, elle a un paramètre, un entier. En fonction de la valeur de ce paramètre, on va aller dans une des deux branches de notre if ici. Dans la première, on appelle MB, dans la seconde, on appelle MC. On va effectuer une discovery afin de générer un modèle qui va représenter les informations statiques de ce programme. Donc pour ça, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Modisco. Donc Modisco, c'est un soft qui a été développé donc, dans l'équipe Naomod, dans laquelle j'ai fait ma thèse. Donc Modisco va générer un modèle qui correspond à ce programme. Ici, on va avoir un package à la racine qui va contenir notre classe. Et notre classe, elle va avoir nos 3 méthodes qu'on a ici, MA, MB et MC. Donc on va voir que notre méthode MA, elle va avoir nos 4 statements, le if, l'appel à MB, le else et l'appel à MC. Donc ici, nos statements, ils ont une petite information sur leur position dans l'unité de compilation. Donc ce modèle, c'est une représentation statique de notre code source. Il donne aucune information sur l'exécution. Donc on a dit que pour tracer l'exécution du programme, on va devoir injecter des probes dedans. Et du coup, on modifie notre programme pour ajouter des appels supplémentaires. Ici, il y a une méthode qui s'appelle trace. Donc cette méthode trace, elle va tracer dans le modèle l'exécution du programme. Donc on va faire une petite simulation, on va reprendre l'exécution du programme. Donc ici, on va imaginer qu'on lance la méthode MA en lui passant 0 en paramètre. Donc on va commencer par effectuer le if ici, sauf qu'avant, on va appeler notre probe qu'on a ajouté. Quand cette probe va être appelée ici, on va aller chercher dans notre modèle le statement qui correspond. Ici, on sait que c'est dans la classe CA, la méthode MA et la ligne 3. On va retrouver ce statement, qui correspond au if, et on va attacher un élément à ce statement qui va le considérer comme étant exécuté. Ensuite, on continue l'exécution. Donc, comme on a passé 0 en paramètre, on entre dans le if. On appelle notre second probe qui fait référence à l'appel à la méthode MB ici. On va à nouveau lui attacher un petit élément pour le considérer comme exécuté. Et on va mettre en place une relation entre les deux éléments qu'on a ajoutés qui va permettre de représenter l'ordre d'exécution de notre programme. Donc là, on a tracé l'exécution de notre programme. Donc ça, c'est une première contribution qu'on a fait qui a été publiée dans un workshop à une conférence qui va être en description bien évidemment. Ensuite, on a voulu montrer comment on peut réutiliser cette approche dans plusieurs contextes, et notamment pour l'efficacité énergétique. Du coup, ce qu'on va faire, c'est étendre le modèle qu'on a déjà créé avec les traces d'exécution, mais ajouter à l'intérieur des informations sur la consommation énergétique du logiciel. Donc pour faire ces mesures, on va utiliser un soft qui s'appelle gRapple, et on va à nouveau ajouter des probes dans notre software. Cette fois-ci, on va mesurer la consommation de nos méthodes. Donc pour faire ça, on va regarder un petit exemple ici de code source. Donc au début de la méthode,
fait un appel à gRapple. À la fin de la méthode, on fait un nouvel appel à gRapple. Et puis on va comparer les deux valeurs qu'on a récupérées pour estimer combien d'énergie a été dépensée par la méthode. Et donc cette information dynamique sur la consommation énergétique, on va l'ajouter à notre modèle de trace. Donc ici, pour représenter nos traces d'exécution, on a utilisé un métamodèle standard qui s'appelle SMM. SMM est très bien fait et on peut facilement l'étendre avec des informations supplémentaires. Ça nous permet ici de modéliser la consommation énergétique, de l'attacher aux méthodes, mais en plus de tout le temps avoir notre information sur la trace d'exécution. Et ce modèle ici, on va pouvoir l'utiliser pour optimiser ou comprendre la consommation énergétique de notre software. Donc ça, c'est une seconde approche qu'on a présentée à un autre workshop, à la conférence ESM, qui sera bien évidemment aussi en description si ça vous intéresse. Du coup, pour évaluer cette approche, on a voulu montrer comment on pouvait réutiliser ce modèle de trace avec les informations énergétiques pour modéliser et comprendre la consommation énergétique de notre système. Du coup, on a défini des vues avec le logiciel Sirius. Donc ici, ces vues permettent de représenter la trace d'exécution de notre logiciel, mais en indiquant où est consommée la majorité de l'énergie. Donc par exemple ici, on imagine qu'on a lancé notre méthode MA par le biais d'un test, celui-ci. On a commencé par appeler MA. MA a appelé MB, et MB a fini par appeler MD ici. En fait, en fonction de la taille de ces cercles et de leur couleur, on peut très facilement comprendre où est localisée la consommation énergétique. Et si on veut optimiser notre système, on sait quelles méthodes sont intéressantes à optimiser. Mais on a voulu aller encore plus loin dans la réutilisation de ce modèle de trace et on l'a appliqué pour limiter le coût des tests de régression. Donc les tests de régression, ça consiste, après avoir introduit des modifications de notre code source, de lancer des tests afin de vérifier que ces modifications n'ont pas endommagé le code existant. Les tests de régression, ça peut être coûteux, ça peut être très long et ça peut être très cher en énergie aussi, bien évidemment. Il existe une bonne approche pour limiter le coût de ces tests, c'est ce qu'on appelle la sélection de tests de régression, ou RTS. Et en fait, l'idée, c'est de n'exécuter que les tests qui ont été impactés par les modifications qui ont été introduites dans le code source. Donc on va voir ça avec un petit exemple. Alors ici, on a une classe de test, testCA, qui a 3 méthodes, et on a à nouveau notre méthode MA ici avec notre if. Donc les deux premiers tests de notre classe de test ici, ils vont vérifier chacune des deux branches de notre if. Le troisième test ici, il va tester la méthode MB, qui n'est pas affichée ici parce que ça ne rentrait pas dans mon slide. Ensuite, on va introduire une modification dans notre code source. Donc on remplace le statement MB ici par un MD. En fait, une approche de test de régression classique, elle exécuterait l'intégralité de la suite de tests, et du coup, elle va tout retester. Néanmoins, si on applique de la RTS, au lieu de tout exécuter, on va voir qu'il y a uniquement ce premier test qui est impacté par cette modification, et on va exécuter uniquement ce test à la place de l'intégralité de la suite de tests. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide. Évidemment, la RTS a été énormément étudiée dans l'état de l'art, il y a beaucoup d'approches qui ont été proposées. Néanmoins, on n'a pas vu d'approche dirigée par les modèles qui faisait ça. Et du coup, on a vu ça comme une très bonne opportunité de réutiliser notre modèle de trace pour la RTS. Donc on va voir l'approche qu'on a proposée avec un petit exemple. Alors à gauche ici on a à nouveau notre code Java, et à droite on a notre modèle Modisco dans lequel on a représenté la trace d'exécution avec SMM à nouveau. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on introduit une modification dans notre code source, donc ici MD remplace MB. Et notre approche, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va retrouver dans le modèle quel statement a été modifié. Donc ici, on trouve que c'est ce statement-là qui a été modifié. En fait, on va remonter notre trace d'exécution. Ici, on part de ce statement-là, on retrouve le if statement, et en fait, en remontant cette trace d'exécution, on va pouvoir retrouver tous les tests qui ont exécuté ce statement en particulier. Et donc, on va sélectionner uniquement ces tests-là pour être exécutés à nouveau, à la place de l'intégralité de la suite de tests. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide. Du coup, on a voulu évaluer notre approche évidemment pour voir si elle accélérait effectivement les tests de régression. Donc on a appliqué l'approche à quelques projets populaires sur GitHub, donc JSoup, ACRG, JUnit4 et Javelin. Et du coup, on a été capable d'accélérer largement les tests dans la majorité des cas, donc en moyenne 25%, en incluant le temps de build et le temps aussi de faire l'analyse d'impact, donc de parcourir nos modèles de traces pour trouver les tests impactés. Quand on compare notre approche avec l'état de l'art, on se rend compte qu'on est un peu plus lent que les approches avec une granularité similaire, et qu'on est beaucoup plus lent que les approches qui ont une grosse granularité. Ça, c'est dû au fait que les techniques dirigées par les modèles, c'est pas forcément optimisé pour les performances. On n'a pas non plus cherché à être très performant sur notre analyse d'impact. Néanmoins, on motive notre approche par le fait que nous, on propose un modèle qui est derrière réutilisable pour plein d'autres possibilités que les autres approches de l'état de l'art de RTS. Donc par exemple, nous, on peut réutiliser le modèle pour faire des refactoring dans des buts d'optimisation énergétique.
on peut faire de la priorisation de test case, on peut faire de la couverture de code, plein d'autres choses. Évidemment, les autres approches ne proposent pas. Donc cette approche ici de RTS, elle a été publiée dans le Journal of Object Technology, JOT. Donc on a vu la première partie de cette thèse qui a étudié comment tracer dans des modèles l'exécution d'un software. On a vu aussi quelles approches on pouvait implémenter sur ce modèle, donc pour modéliser la consommation énergétique et accélérer nos tests de régression. Dans la suite, on a étudié comment modéliser les traces d'exécution de CPS, de systèmes cyberphysiques. Tracer l'exécution d'un CPS a été beaucoup étudié dans l'état de l'art. Une approche classique, ça consiste à utiliser des applications de monitoring qui sont génériques. Néanmoins, un workflow habituel pour le monitoring de CPS, c'est de d'abord mettre en place les devices, les modules, les entités qu'on va vouloir monitorer, et une fois qu'elles ont été installées, de configurer et d'adapter une plateforme générique de monitoring par-dessus. Ça fonctionne, mais ça crée en fait une dépendance entre la plateforme de monitoring et le CPS. Ce qui fait que l'implémentation du CPS va diriger l'implémentation de la plateforme de monitoring. Ça fonctionne, mais ça requiert au hardware d'être disponible d'abord, d'être disponible en premier. Et du coup, ça fait que la plateforme de monitoring, elle est compliquée à développer, à maintenir ou à faire évoluer dans le temps. Heureusement, la MDE est très souvent utilisée pour le design des CPS. Les CPS sont d'abord modélisés avec des outils dirigés par les modèles, avant d'être déployés. Et du coup, il y a plein de métamodèles qui ont déjà été proposés dans l'état de l'art. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'utiliser ces modèles pour générer la plateforme de monitoring, ça permettrait de se débarrasser de cette dépendance entre le CPS et la plateforme de monitoring. Donc une manière classique de tracer l'exécution d'un CPS, c'est de le monitorer en utilisant un protocole de communication. Donc nous, on s'est concentré sur MQTT, parce que c'était le protocole de communication le plus utilisé, ou en tout cas un des plus utilisés, que ce soit dans le monde de la recherche, mais aussi dans le monde de l'industrie. Donc MQTT, ça se conforme au paradigme Publish and Subscribe. Le principe, c'est le suivant. On va avoir des clients qui vont s'inscrire à un topic en particulier. Ensuite, on va avoir d'autres clients qui vont éventuellement publier des données sur ce topic en particulier. Et du coup, quand on va avoir des données publiées sur ce topic, eh bien, tous les clients qui se sont inscrits à ce topic vont recevoir l'information. À l'ICAM, on a un outil générique de monitoring pour les clients MQTT qui s'appelle Emit. Emit s'inscrit au topic des clients qu'il a envie de monitorer. Comme ça, il va pouvoir récupérer toutes les données envoyées sur les réseaux, et ensuite il va pouvoir effectuer des analyses ou de la visualisation sur ces données. Donc le principe c'est le suivant, on va prendre un client MQTT, donc ici par exemple ça va être un code source Java, dans lequel on a ajouté des probes qui vont permettre d'envoyer des données sur MQTT. Donc ici notre client MQTT c'est un programme Java. En fait quand le programme va envoyer ces données sur MQTT, Emit va récupérer toutes ces informations, et il va pouvoir les modéliser, les visualiser et effectuer des analyses dessus. Donc par exemple, ici à gauche, on voit les courbes de consommation de notre programme à droite. Du coup, on a basé notre approche pour tracer l'exécution des CPS sur Emit, et on a proposé l'approche suivante. Alors, on modélise notre CPS avec un métamodèle qu'on propose. Alors, sur cette approche, on s'est concentré que sur une partie d'un CPS qui s'appelle SAN, Sensor and Actuator Network. Du coup, on a proposé un métamodèle pour modéliser ces SAN. Donc ce métamodèle, il reprend pas mal d'informations de classes qui étaient déjà disponibles dans d'autres métamodèles de l'état de l'art qu'on a jugé intéressants. Donc on retrouve ici SMM, mais aussi SSN, SensorML ou SOSA. Et du coup, ce métamodèle, il va permettre au modèle de modéliser toutes les devices qu'on va voir dans notre network, mais aussi toutes les données qu'on va vouloir mesurer, quelles entités sont en train d'être mesurées, mais aussi les types de données, les process ou les événements qui vont se passer sur notre réseau. Ensuite, on va effectuer une transformation de modèle qui va prendre ce modèle en entrée. Et cette transformation de modèle va créer un set de requêtes HTTP qu'on va pouvoir exécuter. Et en fait, quand on va exécuter ces requêtes HTTP, on va configurer Emit, notre plateforme de monitoring. Emit est basé sur des technologies web, ce qui fait qu'on peut très bien y accéder par le biais de requêtes HTTP. Une fois que Emit a été configuré par le biais de ces requêtes, on va pouvoir monitorer le réseau qui a déjà été modélisé. Du coup, ici, notre approche, on l'a appliquée à notre propre métamodèle, donc SAN, et à notre propre plateforme de monitoring Emit. Mais du coup, l'approche en elle-même, elle est générique. On aurait pu utiliser d'autres métamodèles comme SensorML par exemple, et d'autres plateformes de monitoring, comme celle d'IBM qui est disponible aussi. Du coup, dans notre approche, on a un modèle statique du système, le SAN, et on va injecter ces entités dans une application de monitoring dirigée par les modèles, Emit, pour permettre le monitoring et l'analyse du CPS. On a évalué cette approche avec un cas concret.
On a modélisé un système avec notre propre métamodèle et on a voulu automatiser son monitoring. Donc ce système comprenait des thermomètres, des power meters et un système de refroidissement qui se déclenchait lorsque la température était trop importante. On a d'abord défini une transformation de modèle, donc avec Axeleo, qui a permis de générer un set de requêtes HTTP. Et en exécutant ces requêtes HTTP, donc qui sont ici en format Postman, on a configuré Emit. Emit s'est ensuite inscrit à tous les topics MQTT des devices du système et a pu les monitorer. En fait, avec notre approche, on avait Emit qui était prête à monitorer le système alors que le système n'avait pas encore été déployé. Et enfin, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut facilement modifier le modèle et le système, exécuter à nouveau notre transformation de modèle et la configuration pour mettre à jour la plateforme de monitoring sans la casser. Donc ça, c'est une approche qui a été publiée dans la conférence SEAA. Donc dans ces deux premières parties, je vous ai parlé de comment tracer l'exécution du software et comment tracer l'exécution d'un CPS. Maintenant, dans cette dernière partie, on va voir comment utiliser ces traces d'exécution pour l'efficacité énergétique et plus précisément pour faire de l'estimation énergétique. Donc on l'a dit un petit peu plus tôt, mais la MDE, c'est très efficace dans le domaine des CPS. Quand on a un programme qui doit être déployé sur plein de plateformes différentes, et utiliser des modèles à la place des approches standards de développement, ça simplifie énormément la quantité de travail qui est requise. Par exemple, à partir d'un simple modèle, on va pouvoir générer le code de plein de plateformes différentes et éventuellement automatiser le déploiement sur toutes ces plateformes, ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide. On peut aller encore plus loin avec la MDE et notamment avec les modèles exécutables. Donc on l'a déjà dit plus tôt, les modèles peuvent être exécutés. Et on peut utiliser ces modèles dans des simulateurs avant même qu'ils soient déployés. Donc l'idée, c'est d'exécuter le modèle dans un simulateur afin de vérifier que le modèle se comporte comme on attend. Et du coup, on peut aussi effectuer des analyses directement dans le simulateur avant de déployer le modèle. Du coup, on a déjà des approches dans l'état de l'art qui sont capables d'estimer des traces d'exécution, mais ces approches, généralement, elles ciblent un langage en particulier. Et ces approches ne sont absolument pas génériques, ni dirigées par les modèles. Et du coup, on a vu ça ici comme une opportunité de proposer une approche novatrice. Du coup, ce qu'on a voulu faire avec cette approche, c'est estimer, à partir de traces d'exécution, combien d'énergie un modèle consommerait s'il était déployé. C'est une approche qui peut être effectuée directement sur des traces d'exécution de modèles dans un simulateur, donc avant même d'être déployé, mais aussi sur des traces d'exécution de logiciels ou de CPS qui a déjà été déployé et qui est en cours d'exécution. Et du coup, l'idée, c'est si on pouvait savoir cette information sur la consommation énergétique dès le design de notre modèle, dès son exécution dans un simulateur, avant de le déployer, on pourrait optimiser le modèle afin que le système final consomme moins d'énergie. Donc pour ça, on a proposé une approche qui s'appelle EEL. Donc EEL, ça veut dire Energy Estimation Language, ça veut dire aussi anguille en anglais, ou murène. Mais ça, c'est vraiment pas important. Donc EEL, c'est un petit langage impératif qui permet de définir des modèles de formules d'estimation énergétique. Donc les modèles EEL vont annoter, vont décorer des métamodèles exécutables avec ces formules d'estimation énergétique. Chaque modèle de EEL va permettre d'estimer une plateforme spécifique de déploiement et va permettre d'estimer n'importe quel modèle qui se conforme au métamodèle qu'on a décoré si jamais il était déployé sur notre plateforme de déploiement connue par EEL. EEL va pouvoir effectuer des estimations énergétiques à partir de traces d'exécution et ces traces vont être soit issues de modèles exécutables dans des simulateurs ou alors de traces d'exécution issues d'analyse dynamique comme nous on l'a fait dans les deux approches précédentes. Donc maintenant, on va voir comment on peut définir des formules d'estimation énergétique avec EEL. Alors, on a deux manières générales de faire ça. Donc soit on se fie aux spécifications techniques, ou alors on fait des mesures. Donc dans le premier cas, par exemple, on prend cette LED bleue, donc c'est une L53MBDL de chez King Bright Electronics, et on sait qu'elle consomme 20 mA quand on l'alimente avec 5 volts. Du coup, on va définir ces formules d'estimation. Donc on dit que le voltage de la LED c'est 5, son courant c'est 20 mA. Du coup, la puissance, ça peut être calculé en multipliant le voltage par le courant. Donc la deuxième approche, on va faire des mesures. Donc par exemple ici à droite, on a mesuré la puissance d'un Arduino, et du coup on va faire la moyenne de la puissance. On définit ça comme étant 0,123. Donc maintenant qu'on a vu comment définir nos formules d'estimation énergétique, on va voir comment les attacher à un métamodèle. Donc ici on va reprendre le modèle Arduino qu'on a vu en introduction. On va commencer par attacher à la métaclasse LED ces formules d'estimation énergétique. Du coup ici on va dire que le voltage de la LED c'est 5, le courant c'est 8 mA, et du coup la puissance de la LED ça peut être calculé en multipliant le voltage de la LED par son courant. Maintenant on va attacher à la métaclasse board
une petite variable qui permet de stocker le nombre de LED présentes dans le modèle. Donc comme c'est des estimations qu'on fait au niveau du métamodèle, il faut qu'on puisse prendre en compte combien de LED seront déployés dans le modèle. Donc pour ça, on compte le nombre d'instances de LED qui sont présentes dans le modèle. Donc on compte le nombre d'instances. Et ensuite, on va sélectionner toutes les LED qui sont attachées à un pin dont le niveau est 1. Ça veut dire que la LED est alimentée en courant et donc qu'elle consomme de l'énergie. Et enfin, on va compter la taille de cette collection pour compter combien il y a de LED allumées dans notre modèle. Ensuite, on continue. Ici, on va attacher à la MetaClass Board la puissance consommée par les LED. On prend le nombre de LED qui sont allumés et on multiplie ça par la puissance individuelle d'une LED qu'on calcule avant. Et enfin, dernière formule, on va attacher à l'opération exécute du délai une formule qui va permettre de calculer combien d'énergie est dépensée par les LED pendant l'exécution du délai. Et donc pour faire ça, on va prendre la puissance qui est consommée par toutes les LED, une valeur instantanée, et on va multiplier ça par la durée de notre délai, donc qui est contenue dans l'attribut valeur, value ici, du délai. Et du coup, ça c'est une durée, ça c'est une puissance. En faisant ça, on peut calculer combien d'énergie est dépensée par les LED pendant ce délai. Donc maintenant qu'on a décoré notre métamodèle Arduino avec des formules d'estimation énergétique, on va voir comment l'appliquer dans le simulateur. Donc on va reprendre ce petit modèle Arduino qu'on a vu plus tôt avec le clignotement de la LED. Donc on va simuler l'exécution de ce modèle. Donc on considère que notre capteur il a détecté une présence, donc on va entrer dans cette section. On commence par allumer la LED. Ensuite, on va exécuter notre délai de 1 seconde. Il va voir qu'on a une formule d'estimation énergétique qui est attachée à ce délai. Et du coup, elle va évaluer cette formule. Donc pour ça, on va faire 5, qui est le voltage de la LED, multiplié par le courant de la LED, multiplié par le nombre de LED qui sont allumés dans le modèle. Donc ici, seulement une. Ensuite, on multiplie ça par la durée du délai, donc 1 seconde. Et en faisant ça, en fait, ça fait 0,04 joules. Donc pendant ce premier délai, les LED, donc une seule, ont consommé 0,04 joules. Ensuite, on continue l'exécution, on éteint la LED, et on exécute à nouveau le délai. Et donc il va à nouveau voir qu'on a une formule d'estimation énergétique associée à ce délai, et donc elle va l'évaluer à nouveau. Sauf que cette fois-ci, comme on a éteint la LED, et bah du coup ça fait un 0, et donc ça fait 0 joules de consommation énergétique par les LED pendant ce second délai. Maintenant qu'on a vu comment définir nos formules d'estimation énergétique et comment les évaluer, on va voir comment on peut utiliser ça pour optimiser un modèle. Donc on va imaginer qu'on a une développeuse qui veut déployer ce modèle de clignotement sur sa plateforme. Alors elle hésite entre deux instructions, soit le if ou soit un wait for. Donc la différence c'est que le if il va tout le temps vérifier l'état du capteur, là où le wait for il va mettre la board Arduino en sommeil, et quand le capteur va détecter quelque chose, la board va se réveiller. Donc la différence, c'est que quand on réveille la board, on a un petit overhead, on a une petite surconsommation énergétique. Et du coup, c'est intéressant de comparer ces deux approches pour voir laquelle est la plus efficace. Du coup, elle va utiliser un modèle HIL complet. Là, par exemple, j'ai mis un petit modèle, donc celui-là, je l'ai défini dans Gmok, enfin dans Eclipse. Et du coup, il définit beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas le détailler parce que c'est long, c'est complexe, et franchement, c'est pas très intéressant. Mais dites-vous qu'il estime toutes les Arduino possibles pour un set spécifique de hardware. Donc ici, il va considérer la fréquence du processeur, le nombre de cycles d'horloge de chaque instruction de Arduino, la durée des inputs de l'utilisateur. Il va estimer tous les modules possibles qu'on peut utiliser, donc un moteur, un capteur infrarouge, des capteurs de lumière ambiante, etc. Donc en utilisant ce modèle, elle va estimer la consommation énergétique de son modèle Arduino comme étant de 1,6 joules. Maintenant, elle va remplacer le if par un petit wait for, et elle va à nouveau effectuer une simulation. Donc elle va réutiliser le même modèle HIL, parce qu'il n'a pas changé, c'est tout le temps la même plateforme de déploiement. Et en faisant une nouvelle estimation, elle va voir que ce nouveau modèle, il consomme 1,02 joules, donc beaucoup moins. Du coup maintenant la développeuse, elle sait quel modèle de Arduino elle doit déployer si elle veut être efficace énergétiquement parlant. Du coup cette approche d'estimation énergétique avec HIL, elle a d'abord été publiée dans un workshop à Models en 2019, puis à SLE en 2020. Pour l'évaluation, on a voulu évaluer deux choses. D'abord, l'expressivité de HIL, et enfin la précision des estimations. Donc pour l'expressivité, on a modélisé pas mal d'approches d'estimation énergétique qu'on a pu trouver dans l'état de l'art. Donc l'idée c'était de montrer que HIL peut estimer ce que font les autres approches d'estimation. Donc montrer que HIL est bien générique. Donc pour la précision, on a modélisé un gros système avec Arduino, et on l'a estimé sur deux plateformes différentes. Donc à droite, on a les courbes de consommation de puissance d'une des plateformes. Du coup, on avait deux parties principales qu'il a fallu estimer, la rotation d'un moteur, et puis cette partie avec le clignotement parce qu'il y avait un obstacle pour le moteur. Donc on a estimé ce modèle, sur la première plateforme à 1,40 joules et sur le deuxième à 1,16 joules, et quand on a fait les mesures, on a mesuré 1,51 joules pour la première plateforme et 1,23 joules pour la deuxième plateforme. Et du coup, dans les deux cas, on était à plus de 90% de précision, c'est vraiment pas mal. Donc ça montre que on a pu faire des estimations précises avec HIL.
Donc c'est dû à il d'une part, mais aussi dû à la fine granularité du modèle de Arduino qui permet de définir des estimations précises. Et enfin, on a modélisé nos estimations énergétiques avec SMM à nouveau, donc le métamodèle qu'on a vu déjà plus tôt dans cette présentation. Et donc l'idée de SMM, c'est comme c'est un standard, c'est très facile à utiliser et à intégrer partout. Et du coup, on a pu facilement définir des petites vues avec Sirius à nouveau, qui permettent d'afficher ces modèles IL. Donc par exemple, ici, on a notre trace d'exécution qui est modélisée avec SMM, donc on peut voir l'ordre d'appel des instructions du modèle Arduino, et on a fait des petites liaisons avec le modèle Arduino qui est exécuté. Et donc la couleur des entités permet facilement de localiser où est répartie la consommation énergétique dans l'exécution de ce modèle Arduino. Et donc avec cette information-là, un développeur peut savoir quelle métaclasse ou quelle classe optimiser pour avoir une consommation énergétique faible. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc on a vu les 3 parties principales de cette thèse, et comment on a étudié le manque d'analyse dynamique dans l'ingénierie dirigée par les modèles pour que ce soit applicable à l'efficacité énergétique. Donc dans la première partie, on a injecté des traces d'exécution dans des représentations statiques de code source. Dans la deuxième partie, on a modélisé les traces d'exécution d'un CPS. Dans la troisième partie, on a vu comment estimer des traces d'exécution de CPS ou de software pour connaître leur consommation énergétique. Du coup, ce qu'on a fait, c'est modéliser des informations dynamiques avec des représentations statiques de systèmes et de réutiliser ces modèles pour faire de l'efficacité énergétique. En tout cas, dans ce but. Et si on voulait résumer cette thèse en une petite phrase, on pourrait dire que les modèles statiques dans lesquels on a injecté des informations dynamiques sont un outil important pour faire de l'ingénierie efficace énergétique. Du coup, les travaux que j'ai faits pendant cette thèse ont pu ouvrir de nouvelles perspectives d'avenir, de recherche notamment. On pourrait aller un petit peu plus loin avec nos modèles Modisco avec lesquels on a des informations dynamiques, assister à la modernisation de l'application Legacy par exemple. On pourrait aussi définir des transformations de modèles qui permettent d'optimiser la consommation énergétique de software. Donc par exemple, on pourrait prendre un modèle en IL pour un langage en particulier, prendre un set de transformations de modèles pour ce même langage, et on pourrait effectuer plein de transformations de modèles à la suite, comparer les consommations énergétiques avec IL, et pouvoir, en comparant ces transformations, localiser des anti-patterns de consommation énergétique ou des patterns de consommation énergétique. On pourrait aussi utiliser IL pour estimer des langages généraux comme Java ou C++ par exemple. Pour le moment, on ne l'a fait que sur des petits langages exécutables comme Arduino, mais ça vaut le coup d'être évalué à une plus grande échelle. Et enfin, on pourrait automatiser la définition des modèles IL. Par exemple, on pourrait récupérer des traces d'exécution de software, les monitorer avec Emit, les récupérer avec Emit, et ensuite appliquer des techniques de machine learning sur ces traces pour générer automatiquement nos formules d'estimation énergétique avec IL. Ça simplifierait beaucoup la tâche. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Donc ça a survolé un petit peu ce que j'ai fait pendant ces 3 ans et demi de thèse. Évidemment, si ça vous intéresse, vous pouvez aller beaucoup plus dans les détails, donc notamment en lisant les publications qui ont été faites pendant cette thèse. Donc un journal, 2 conférences et puis 3 workshops. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez jeter un œil, je vous en prie. Et puis, en tout cas, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.